Le 13 septembre 2006, Séoul, Corée du Sud. Jean-Louis Courgeot rentre du travail vers 7 heures du soir. Ingénieur, 42 ans, il vit avec sa famille dans le quartier chic de Gangnam. Sa femme, Véronique, n'est pas encore rentrée. Elle enseigne le français dans une école de langue et arrive généralement vers 20 heures. Leurs fils de 8 et 6 ans passent la nuit chez des proches. Jean-Louis décide de préparer le dîner, peut-être des pâtes ou un steak. Il ouvre le congélateur, un grand modèle à 2 compartiments. En haut, les produits habituels, poulet, bœuf, légumes surgelés en sachet. En bas, dans un coin, il remarque un sac en plastique blanc, hermétiquement emballé avec du ruban adhésif transparent. Jean-Louis ne se souvient pas l'avoir vu auparavant. Il le sort, lourd, environ 2 kilos. La forme est étrange, ça ne ressemble pas à de la nourriture. Il le pose sur le plan de travail. Il sent une légère odeur désagréable. Il déchire le ruban adhésif, déplie le bord du polyéthylène. À l'intérieur, une petite main humaine. De minuscules doigts. La peau est rosâtre, gelée. Il recule de la table. Regarde à nouveau. Il y a une figurine d'environ 40 cm. La peau est pâle, presque bleutée. Les yeux sont fermés. Jean-Louis reste silencieux 1 minute, peut-être 2. Puis il prend son téléphone. Ses mains tremblent. Il compose le 112. Police de Séoul, j'écoute. J'ai trouvé quelque chose dans le congélateur. Une personne, très petite, congelée. L'opérateur note l'adresse. Une équipe est dépêchée immédiatement. 18 minutes plus tard, on sonne à la porte. 3 policiers, 2 en uniforme, un détective en civil. Il se dirige vers la cuisine. Le détective enfile des gants, examine le contenu du sac. Son visage est impassible. Il prend plusieurs photos. Quand avez-vous découvert ça ? Il y a une demi-heure, j'ai ouvert le congélateur, j'ai vu le sac. Je ne l'avais pas remarqué avant. Qui habite l'appartement ? Moi, ma femme Véronique, nos 2 fils. Où sont-ils maintenant ? Ma femme va bientôt rentrer. Les fils sont chez des amis et chez leur grand-mère. Un patrouilleur appelle les experts de la police scientifique et le médecin légiste. Le second examine le reste du congélateur. Vérifiez tous les compartiments, dit le détective. Le patrouilleur ouvre le compartiment inférieur. Il sort les sacs un par un. De la viande, du poisson, des plats préparés. Puis un autre paquet blanc entouré de rubans adhésifs. Exactement le même. Le détective le déballe. À l'intérieur, la même chose. Une autre petite figurine congelée de la même taille. Jean-Louis observe de loin. 2 découvertes dans son congélateur. Comment est-ce possible ? Qui les a mis là ? Monsieur Courgeot, savez-vous d'où ça vient ? Non, je n'en ai aucune idée. Quand avez-vous ouvert le congélateur pour la dernière fois ? Il y a environ 3 jours. Nous touchons rarement le compartiment inférieur. Ma femme y range les réserves. Qui a accès à l'appartement ? Seulement ma femme et moi, personne d'autre. Les experts de la police scientifique arrivent une demi-heure plus tard. Ils emballent les 2 découvertes dans des conteneurs spéciaux. Ils prélèvent des échantillons du congélateur. Ils prennent des photos sous différents angles. Jean-Louis est assis dans le salon. Le détective pose des questions. Depuis combien de temps ils vivent en Corée, où ils vivaient avant, s'il y a des problèmes familiaux, s'il a remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement de sa femme. Non, rien. Véronique est une femme ordinaire, une bonne mère. Ils vivent à Séoul depuis 7 ans, ayant déménagé de France pour le travail. À 8h30, la porte s'ouvre. Véronique entre, voit les policiers. Elle s'arrête. Que s'est-il passé ? Le détective se lève. Madame Courgeot, 2 découvertes ont été faites dans votre congélateur. Votre mari affirme ne pas savoir d'où elles viennent. Expliquez-vous. Véronique pâlit. Elle s'assied sur une chaise. Avez-vous vu ces sacs ? Oui. Savez-vous ce qu'il y a dedans ? Oui. Jean-Louis se retourne brusquement. « Véronique, qu'est-ce que tu dis ?» Elle se couvre le visage de ses mains. « Je n'ai pas pu. » Le détective lui lit ses droits. Véronique est emmenée au poste. Jean-Louis reste seul. Au poste, l'interrogatoire commence. Véronique est assise en face du détective. Une caméra dans le coin enregistre. Racontez ce qui se trouvait dans le congélateur. Un silence d'1 minute. Je les ai mis au monde. Les 2.
Le premier il y a 3 ans. Le second il y a 2 ans. Votre mari était-il au courant? Non. Moi-même, je ne le savais pas jusqu'au dernier moment. Les contractions ont commencé, j'étais seul à la maison. Je me suis enfermé dans la salle de bain. J'ai accouché là. Il ne montrait aucun signe de vie. J'ai eu peur. Je les ai enveloppés dans un sac et les ai mis au congélateur. 2 fois? Oui. La deuxième fois, ça a été la même chose. Le détective reste silencieux, essayant de comprendre. Comment ne pas être au courant d'une grossesse 2 fois? Comment cacher simplement le résultat dans un congélateur? Le médecin légiste établira les causes. Nous saurons s'ils étaient vivants ou non. Si oui, c'est une autre affaire. Véronique hoche la tête. Les larmes coulent silencieusement. L'enquête commence. La police doit déterminer pourquoi cette mère exemplaire de 2 fils a accouché et dissimulé 2 fois. Ce qui s'est passé pendant les accouchements. Et surtout, ce que révélera l'expertise des 2 petites figurines congelées du congélateur de la famille Courgeot. L'appartement du 8e étage ressemble à l'habitation typique d'une famille réussie. 3 chambres, un salon spacieux, une cuisine moderne. Sur les murs, des photos de famille encadrées. Un couple souriant avec 2 garçons sur la plage. Les mêmes 4 à la station de ski. Un pique-nique familial dans un parc. La police commence à recueillir des informations sur la famille Courgeot. Jean-Louis travaille comme ingénieur pour une grande entreprise française qui construit le métro à Séoul. Un bon poste, un revenu stable. Véronique enseigne le français dans une école de langue, 3 fois par semaine, de 10h à 15h. Les détectives interrogent les voisins. Une vieille dame coréenne du 5e étage dit que la famille Courgeot est toujours aimable. Ils se saluent, sourient. Un couple français du 6e étage les a rencontrés lors d'un barbecue le mois dernier. Des gens ordinaires, agréables à côtoyer. Pas de scandale, pas de bruit venant de l'appartement. Des voisins exemplaires. Les collègues de Jean-Louis donnent des témoignages similaires. Un employé fiable, un professionnel. Il ne s'est jamais plaint de problèmes à la maison. Toujours calme, équilibré. Il montrait parfois des photos de ses fils. Il en était fier. À l'école de langue où Véronique travaille, le directeur la décrit comme une excellente enseignante. Ponctuelle, responsable, les étudiants l'apprécient, les collègues en disent du bien. Elle a pris quelques jours de congé, mais a toujours prévenu à l'avance. Aucune plainte. Des amis de la famille, un autre couple français vivant à Séoul, racontent qu'ils connaissent les Courgeot depuis environ 5 ans. Ils se sont rencontrés lors d'une réunion de la communauté française. Depuis, ils se voient régulièrement. Dîner, promenade avec les enfants, voyage ensemble. Une famille idéale selon eux. Véronique est une mère attentive, toujours aux petits soins avec les garçons. Jean-Louis est un bon père, il passe beaucoup de temps avec ses fils. Les détectives vérifient les dossiers médicaux. Véronique a consulté un gynécologue 2 fois, pendant sa première et sa 2e grossesse. Les 2 se sont déroulés sans complications. Les accouchements à l'hôpital, les 2 fois normaux. Après la naissance de son 2e fils en 2000, elle n'a plus consulté de médecin. Aucun dossier de dépression. Aucune visite chez un psychologue. Aucune ordonnance d'antidépresseur ou de tranquillisant. La police vérifie les finances. Les comptes sont en ordre. Pas de grosses dépenses, pas de dettes. Une classe moyenne stable. L'hypothèque est remboursée régulièrement. De petites économies. Tout est en règle. Les détectives étudient l'emploi du temps de la famille des derniers mois. En juillet, les Courgeot sont partis en France pour 3 semaines, pour rendre visite aux parents de Véronique en Bourgogne. Ils sont rentrés mi-août. Fin août, Jean-Louis est de nouveau allé en France pour 1 semaine. Un voyage d'affaires à Paris. Véronique est restée à Séoul avec les fils. Il devient maintenant clair pourquoi c'est Jean-Louis qui a découvert les corps dans le congélateur. Véronique était toujours à la maison, contrôlait toujours la cuisine. Elle savait ce qui s'y trouvait. Elle évitait le compartiment inférieur du congélateur, ne prenant des produits que du haut. Jean-Louis cuisinait rarement lui-même. C'était généralement sa femme qui le faisait. Mais ce jour-là, elle était en retard au travail. Il a décidé de commencer le dîner. Il a ouvert le congélateur. Et a trouvé ce qui avait été caché pendant des années. Pendant que Véronique est en garde à vue, les experts de la police scientifique procèdent à l'expertise. Les résultats arriveront dans quelques jours, mais il est déjà évident qu'une chose est sûre. Dans cette famille apparemment prospère, quelque chose s'est complètement mal passé.
Derrière la façade de normalité se cachait un secret que même le mari ignorait. Le 14 septembre, matin, les experts de la police scientifique retournent à l'appartement des Courgeot pour une inspection détaillée. Véronique est en garde à vue. Jean-Louis et ses filles sont déménagés chez des amis. Les spécialistes travaillent méthodiquement. La salle de bain est le premier endroit qu'ils examinent avec une attention particulière. C'est là que, selon Véronique, tout s'est passé, 2 fois. Ils pulvérisent du luminol. Cette substance brille sous les ultraviolets au contact du sang. Même si la surface a été nettoyée, même si des années se sont écoulées, le luminol révélera les traces. La salle de bain est absolument propre. Pas la moindre lueur. Le carrelage, les joints entre les carreaux, le drain de la baignoire, le sol, tout est vérifié. Rien. Soit Véronique a tout nettoyé avec une précision chirurgicale, soit elle a menti sur le lieu des événements. Les experts de la police scientifique inspectent les chambres. Draps, matelas, tapis. Encore du luminol. Encore rien. La chambre des époux est en ordre. Dans la chambre des garçons, les jouets sont soigneusement rangés sur les étagères. Un appartement ordinaire d'une famille ordinaire. Ils vérifient le vide-ordures. Ils prélèvent des échantillons des tuyaux d'égout. Ils inspectent le balcon. Ils regardent dans le débarras. Le résultat est le même. Aucune trace biologique. Dans la cuisine, ils vérifient tous les placards. Ils trouvent des objets ordinaires. Vaisselle, casserole, poêle, réserve de nourriture. Des produits de nettoyage sous l'évier. L'ensemble standard. Liquide vaisselle, poudre à réquérer, eau de javel. Rien de suspect. Le détective interroge Jean-Louis à nouveau, s'il a remarqué quelque chose d'inhabituel dans le comportement de sa femme en 2003 et 2004. C'est à ce moment-là que, selon Véronique, tout s'est passé. Jean-Louis force sa mémoire. Année 2003. Le fils aîné avait 5 ans, le plus jeune 3. Véronique travaillait dans la même école de langue. Tout était comme d'habitude. Peut-être qu'elle s'est plainte de fatigue quelquefois. Mais qui ne se fatigue pas avec 2 garçons actifs? Année 2004. La même chose. Une vie ordinaire. Travail, enfant, week-end au parc. Aucune étrangeté. Aucun changement de silhouette, d'humeur, de comportement. Vous viviez ensemble. Vous dormiez dans le même lit. Comment avez-vous pu ne pas remarquer la grossesse 2 fois? Je ne sais pas. Je n'ai vraiment rien remarqué. Véronique ne prenait pas de poids. Ou alors je n'y prêtais pas attention. Elle a toujours pris soin d'elle, faisait du yoga. Elle s'absentait longtemps de la maison. Non, seulement pour le travail et les affaires courantes. Le magasin, l'école des garçons, parfois des rencontres avec des amis. Elle prenait des jours de congé. Quelquefois, elle disait qu'elle ne se sentait pas bien. Elle restait à la maison. Je partais au travail. Je rentrais le soir. Elle allait déjà mieux. Le détective note. Ces jours de congé coïncident avec les dates que Véronique a mentionnées. Le médecin légiste effectue une analyse. Les 2 découvertes sont du même sexe. Tous 2 étaient à terme, de poids et de taille normaux. L'âge approximatif, des nouveau-nés, pas plus vieux que quelques heures. La cause du décès est difficile à établir en raison de la congélation prolongée. Les tissus sont endommagés par les cristaux de glace. Mais il n'y a aucun signe de violence, aucune fracture, aucune trace d'étranglement, aucune blessure. L'expert ne peut pas dire avec certitude s'ils ont respiré après la naissance ou non. Le test de l'air dans les poumons n'est pas concluant après une telle conservation. L'analyse ADN confirme, les 2 proviennent des mêmes parents. La comparaison avec les échantillons de Jean-Louis et Véronique donne une correspondance. C'est leur progéniture. Biologiquement, c'est un fait. Maintenant, l'enquête tente de comprendre l'essentiel. Véronique affirme qu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte, que les accouchements ont commencé soudainement, que les nouveau-nés ne montraient aucun signe de vie les 2 fois. Mais il est impossible de vérifier cela. 3 et 2 ans se sont écoulés. Aucun témoin, aucun dossier médical, seulement ses paroles. Si elle dit la vérité, c'est une tragédie. Un état psychologique rare où une femme n'est vraiment pas consciente de sa grossesse. Cela arrive, la médecine le reconnaît. Et si les 2 nouveau-nés étaient morts-nés, formellement il n'y a pas d'infraction pénale. Il n'y a que la question de la dissimulation. Mais c'est un autre article. Si elle ment, c'est une toute autre affaire. Double homicide,
volontaire ou involontaire, au minimum 10 ans de prison. L'enquête est dans une impasse, il n'y a pas de preuves physiques, pas de témoins, seulement les aveux de Véronique et les résultats d'expertise qui ne prouvent rien de manière concluante. L'affaire dépend entièrement de la crédibilité que le tribunal accordera à sa version des faits. Et pour cela, il faut comprendre qui est réellement Véronique Courgeot. Les résultats ADN ont confirmé le lien de parenté biologique. Maintenant, l'enquête se concentre sur autre chose. Peut-on trouver des preuves que Véronique était effectivement enceinte en 2003 et 2004 ? Si elle ment, cela se révélera dans les détails. Les détectives demandent toutes les photos de famille de ces périodes. Jean-Louis fournit plusieurs albums. Des clichés de vacances, de fêtes de famille, des anniversaires des garçons. Les experts examinent chaque photo attentivement. Sur les clichés de mars 2003, Véronique est en jean et pull. Silhouette mince, ventre plat. Avril, elle est en robe d'été lors d'un pique-nique. Encore aucun signe. Mai, juin, juillet, la même chose. Selon Véronique, le premier accouchement a eu lieu en août 2003, mais sur les photos de juillet, elle a l'air absolument normale. Pas de ventre arrondi. Année 2004. Les détectives vérifient les photos de février à août. Véronique est sur toutes les photos en vêtements moulants ou en maillot de bain. Silhouette inchangée. En juillet, la famille était à la mer. Elle était en bikini. Ventre plat. Et l'accouchement, selon elle, a eu lieu en septembre de la même année. L'enquête interroge les amis de Véronique. La Française Isabelle était son amie pendant toutes les 7 années passées à Séoul. Elle se voyait au moins une fois par semaine. Elle faisait du yoga ensemble, prenait un café, se promenait avec les enfants. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel en 2003 ou 2004 ? Non, absolument rien. Véronique a toujours été en forme. Nous faisions du sport ensemble. Elle portait des vêtements normaux. Elle ne s'est jamais plainte de malaise. Elle faisait des pauses au yoga. Quelquefois. Elle a dit qu'elle était fatiguée. Mais c'est normal. Elle a 2 garçons actifs. Les collègues de l'école de langue donnent des témoignages similaires. Le directeur vérifie le registre de présence. En août 2003, Véronique a pris 3 jours de congé. En septembre 2004, 4 jours. Les 2 fois, elle a invoqué un malaise. Mais avant et après, elle a travaillé normalement. Une des collègues se souvient que pendant ces périodes, Véronique venait avec des vêtements plus amples, de longues tuniques, de larges blouses. Mais c'était l'été. Beaucoup de gens s'habillent ainsi quand il fait chaud. L'enquête vérifie les établissements médicaux de Séoul. Il est possible que Véronique ait consulté un médecin en secret. Mais son nom ne figure dans aucune base de données pour les années 2003-2004. Aucune échographie, aucune consultation, aucune analyse. Le détective mène un nouvel interrogatoire. Cette fois, Véronique est invitée à raconter en détail ce qui s'est passé exactement ces jours-là. Racontez la première fois. Août 2003. Véronique reste silencieuse quelques secondes. J'étais seule à la maison. Les garçons étaient chez leur grand-mère, mon mari au travail. Le matin, j'ai ressenti une étrange douleur dans le bas-ventre. J'ai cru que j'avais mangé quelque chose de mauvais. La douleur s'est intensifiée. Puis j'ai compris. C'était des contractions. Je suis allé dans la salle de bain. Je me suis enfermé. 1 heure plus tard, tout était fini. Vous n'avez pas appelé les urgences ? Non, j'étais sous le choc. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Ce n'est qu'une fois que tout est arrivé que j'ai vu le résultat. Il était immobile, tout petit. J'ai pensé que c'était parce que je n'avais pas su que j'étais enceinte, que mon corps n'était pas prêt. Qu'avez-vous fait ensuite ? J'ai tout nettoyé, je me suis lavé, je l'ai enveloppé dans du polyéthylène, je l'ai mis dans un sac, je l'ai scellé avec du ruban adhésif, je l'ai caché dans le congélateur sous les aliments. Je ne savais pas quoi faire, j'avais peur de le dire à mon mari, j'avais peur d'être accusée. Et la deuxième fois, septembre 2004. La même chose. Encore une fois, je ne savais pas que j'étais enceinte. Encore une fois, les contractions ont commencé soudainement. Encore une fois, j'étais seul à la maison. Tout s'est répété à l'identique.
J'ai agi de la même manière. Je l'ai caché dans le congélateur. Je pensais que personne ne le saurait jamais. Le détective marque une pause. Comment avez-vous pu ne pas savoir que vous étiez enceinte 2 fois? Vous avez déjà accouché avant? Vous savez à quoi cela ressemble? Je ne sais pas, je n'avais aucun signe, mon ventre ne grossissait pas, mes règles étaient là, je ne prenais pas de poids, je ne réalisais vraiment pas que j'étais enceinte. L'enquête consulte un psychiatre. Il existe un phénomène appelé déni de grossesse. La femme bloque psychologiquement la conscience de son état. Le cerveau refuse de reconnaître le fait. Le ventre reste plat, les règles continuent, le poids ne change pas. Rarement, mais cela arrive, décrit dans la littérature médicale. Mais 2 fois de suite, le psychiatre hésite. 1 fois, possible. 2 fois, extrêmement improbable. Mais pas impossible. La version de Véronique ne peut être ni confirmée ni infirmée. Il n'y a pas de preuves physiques, pas de témoins. Il n'y a que ces paroles contre les faits biologiques. L'enquête transmet le dossier au procureur. C'est maintenant au tribunal de décider. Selon le protocole standard, l'enquête commence par celui qui a découvert les corps. Jean-Louis Courgeot devient le premier suspect. Le 15 septembre, il est arrêté pour un interrogatoire approfondi. La logique des enquêteurs est simple. Un homme vit dans l'appartement, dort avec sa femme dans le même lit, la voit tous les jours. Ne pas remarquer une grossesse 2 fois, c'est absurde. Cela signifie qu'il savait. Cela signifie qu'il est complice. Peut-être même le principal coupable. Le détective Kim commence l'interrogatoire de manière ferme. Monsieur Courgeot, votre femme affirme qu'elle a été enceinte 2 fois sans que vous le sachiez. Vous n'avez vraiment rien remarqué? Je comprends ce que ça représente, mais je ne savais vraiment pas. Vous dormiez avec elle dans le même lit, comment ne pas remarquer les changements dans son corps? Véronique a toujours pris soin d'elle, elle faisait du sport, je n'ai rien remarqué d'inhabituel. Elle ne prenait pas de poids? Non. Ou alors je n'y prêtais pas attention. Son comportement ne changeait-il pas? Peut-être qu'elle s'est plainte de fatigue quelquefois, mais nous avons 2 garçons, c'est normal d'être fatigué. Le détective Kim parcourt les procès-verbaux des témoignages. Août 2003. Où étiez-vous ces jours-là? Au travail. Véronique a pris quelques jours de congé. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Vous n'avez pas insisté pour qu'elle consulte un médecin? Elle disait que c'était juste de la fatigue. Tout est passé au bout de quelques jours. Septembre 2004. La même chose? Oui, elle a de nouveau pris des jours de congé. J'étais au travail du matin au soir. Quand je rentrais, elle allait déjà mieux. Vous n'avez pas vérifié le congélateur pendant ces périodes? Non, je n'en sors que rarement quelque chose. C'est Véronique qui s'occupe de la cuisine. Le détective change de tactique. Monsieur Courgeot, soyons honnêtes, vous saviez que votre femme était enceinte. Vous ne vouliez plus d'enfants. Vous l'avez aidée à se débarrasser du problème. Non, c'est un mensonge absolu. Alors, expliquez comment un homme adulte, vivant avec une femme depuis 7 ans, ne remarque pas une grossesse 2 fois. Je ne sais pas, je ne comprends pas moi-même comment c'est possible. Jean-Louis commence à s'énerver, ses mains tremblent, sa voix se brise. Il comprend à quel point ses paroles sont absurdes. L'enquête vérifie son alibi. Des collègues confirment. En août 2003 et septembre 2004, Jean-Louis travaillait au bureau. Il arrivait à 9h du matin, partait à 18h. Aucune absence, aucun appel suspect. Il vérifie les relevés téléphoniques. Les jours des événements présumés, Jean-Louis n'a pas appelé sa femme plus souvent que d'habitude. Il n'a pas demandé de permission pour s'absenter du travail. Il s'est comporté de manière absolument normale. Les transactions financières sont également propres. Aucun retrait d'espèces important, aucun achat étrange, aucun paiement en espèces pour des services médicaux. Le détective Kim consulte ses collègues. L'alibi de Jean-Louis est en béton. Il ne pouvait pas être physiquement présent lors des événements. Sa réaction lors de la découverte des corps a semblé sincère. Les voisins ont entendu sa voix effrayée lorsqu'il a appelé la police. L'enregistrement de la conversation avec l'opérateur confirme, l'homme était sous le choc. L'enquête demande une expertise psychologique.
Jean-Louis subit des tests. Résultat, psychotype normal, sans signe de sociopathie ou de propension à la violence. Le détecteur de mensonges indique, quand il dit qu'il ne savait pas pour les grossesses, il dit la vérité. Mais la question principale demeure, comment ne pas le remarquer 2 fois? L'enquête consulte un gynécologue. Le médecin explique, en cas de déni de grossesse, le corps de la femme peut effectivement ne pas montrer les signes classiques. Le ventre ne grossit pas ou très peu, la graisse se répartit différemment. L'utérus se positionne de manière à ce que les changements soient imperceptibles sous les vêtements. Si l'homme ne sait pas quoi chercher, si la femme porte des vêtements amples, si la vie intime n'est pas très active, il peut ne pas comprendre. Et la vie intime des époux Courgeot n'était effectivement pas très active. Jean-Louis avoue, après la naissance du 2e fils en 2000, l'intimité est devenue rare. 1 fois par mois peut-être, moins. Les 2 étaient fatigués par le travail et les enfants. C'est normal pour les couples avec de jeunes enfants. À la fin de la 2e semaine d'enquête, la position de l'accusation change. Jean-Louis ne savait vraiment rien. Sa version est absurde, mais elle correspond à tous les faits. Il n'est pas complice. Il est autant victime de la situation que tous les autres. Il est relâché. On lui demande de ne pas quitter la Corée avant la fin de l'affaire. Jean-Louis retourne chez des amis, où il vit avec ses fils. Désormais, toute l'attention de la police se concentre sur Véronique. C'est à elle d'expliquer au tribunal ce qui s'est passé dans leur appartement en 2003 et 2004. Véronique est en détention depuis 2 semaines. Pendant ce temps, elle a été interrogée 5 fois. Et à chaque interrogatoire, sa version changeait légèrement. Premier interrogatoire. Elle a avoué avoir accouché des 2. Elle a dit qu'elle ignorait sa grossesse, qu'il ne montrait aucun signe de vie immédiatement après la naissance. 2e interrogatoire. Elle a ajouté des détails. Elle a parlé de la douleur, de la façon dont elle s'est enfermée dans la salle de bain, de la panique et de la peur. 3e interrogatoire. Elle a modifié un détail. Elle a dit que la première fois, cela s'était passé non pas en août, mais en juillet 2003. Puis elle s'est souvenue. Non, finalement en août. 4e interrogatoire. Elle a avoué que la 2e fois, elle avait suspecté une grossesse 1 semaine avant l'accouchement. Mais elle n'était pas allée chez le médecin. Elle espérait se tromper. 5e interrogatoire. Elle a de nouveau changé ses déclarations. Maintenant, elle dit que les 2 fois, elle n'a absolument pas su jusqu'au dernier moment. Le détective Kim note toutes les contradictions. C'est un signe classique. Quand une personne ment, sa version change. La vérité est toujours unique. Le mensonge existe en plusieurs variantes. Le psychologue présent lors des interrogatoires note une autre étrangeté. Véronique en parle avec un calme absolu, sans émotion, comme si elle racontait une virée au supermarché. Une mère normale, parlant de tels événements, devrait pleurer, s'effondrer, montrer son stress. Véronique se contente de s'asseoir et de répondre d'une voix monotone. « Madame Courgeot, comprenez-vous la gravité de la situation ? » ?»« Oui. » »« Réalisez-vous ce qui s'est passé ? » ?»« Oui. » »« Ne trouvez-vous pas étrange de ne pas avoir remarqué une grossesse 2 fois ? » ?»« Cela me semble incroyable à moi-même, mais c'est la vérité. » »« Ou peut-être l'avez-vous remarqué ? Peut-être saviez-vous depuis le début ? » Pause. « Je ne sais pas, peut-être. Il est difficile de se souvenir de ce que je ressentais alors. » Le détective note. Encore un changement de témoignage. L'enquête ordonne une expertise psychiatrique. Véronique passe 2 jours en clinique psychiatrique sous surveillance. Les médecins effectuent des tests, s'entretiennent avec elle, analysent son comportement. La conclusion arrive 1 semaine plus tard. Véronique est en bonne santé mentale. Pas de signes de schizophrénie, pas de psychose, pas de troubles dissociatifs. QI supérieur à la moyenne, mémoire normale, pleinement consciente de la réalité. Mais il y a une particularité, une distance émotionnelle. Une incapacité à exprimer des sentiments concernant ce qui s'est passé. Les psychiatres décrivent cela comme un mécanisme de défense psychique. Le cerveau bloque les émotions pour que la personne puisse fonctionner. Le détective Kim essaye une autre approche. Il invite Jean-Louis à une confrontation avec sa femme. Ils sont assis face à face. Une table les sépare. Jean-Louis regarde Véronique. Elle baisse les yeux.
Véronique, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Silence. Je suis ton mari. Nous sommes ensemble depuis 7 ans. Pourquoi as-tu caché ça? Elle lève la tête. J'avais peur. De quoi avais-tu peur? Je ne sais pas. De tout. Que tu me juges, que la police m'arrête, qu'ils nous prennent nos garçons. Nos garçons? Et les 2 autres? Ils sont aussi les nôtres? Le détective observe les réactions. Jean-Louis ne comprend sincèrement pas. Véronique dit la vérité ou joue très bien. La confrontation dure 1 heure. Rien de nouveau. Jean-Louis repart accablé. Véronique reste calme. L'enquête vérifie la dernière version. Peut-être que Véronique est psychologiquement malade, mais les médecins ne l'ont pas vue. Il consulte un professeur de psychiatrie de l'université de Séoul. Le professeur étudie les documents de l'affaire. Il lit les procès-verbaux des interrogatoires. Il visionne les enregistrements des caméras. Sa conclusion est inattendue. Véronique présente des signes de grossesse cryptique, un état où la femme nie psychologiquement sa grossesse. Ce n'est pas une simulation, c'est un véritable trouble. Le cerveau n'enregistre effectivement pas les changements dans le corps. Le ventre ne grossit pas, car les muscles sont constamment tendus. Les règles continuent, car le fond hormonal est instable. Mais le professeur ajoute un point important. Même en cas de grossesse cryptique, la femme comprend généralement ce qui se passe lorsque les contractions commencent. Les contractions sont impossibles à confondre avec quoi que ce soit. Et après l'accouchement, il est impossible de ne pas comprendre ce qui s'est passé. Donc, Véronique savait. Au moment de l'accouchement, elle était parfaitement consciente de la situation. Et ce qu'elle a fait ensuite, cacher le résultat dans le congélateur, était un choix délibéré. 2 fois, à 1 an d'intervalle. De la même manière. L'enquête arrive à une conclusion. Véronique dit partiellement la vérité. Il est possible qu'elle n'ait effectivement pas été consciente de sa grossesse avant les accouchements. Mais après les accouchements, elle a agi délibérément. Elle a caché les preuves. Elle a continué à vivre une vie normale. Elle n'a jamais tenté de corriger la situation. Le procureur prépare l'accusation. Dissimulation et double crime contre la vie. L'affaire est rendue publique. Les médias coréens publient les premiers articles. Une famille française, un congélateur, 2 découvertes. L'histoire devient rapidement une sensation. L'avocate Véronique donne une conférence de presse. Il déclare que sa cliente est innocente, qu'elle est sous le choc, que l'enquête tire des conclusions sur la base de preuves insuffisantes. Les résultats de l'expertise ne peuvent pas établir de manière concluante si les nouveau-nés étaient vivants après la naissance. Les journalistes demandent une interview avec Véronique. L'avocat en autorise une, à un journal français local à Séoul. L'interview est publiée 3 semaines après la découverte. Véronique est assise dans une salle de visite. Pas de caméra, seulement un journaliste avec un dictaphone. Elle parle d'une voix calme et égale, sans larmes, sans tremblement dans les mains. Je comprends que cela semble horrible, mais je ne savais vraiment pas que j'étais enceinte. Les 2 fois, ce fut une surprise totale pour moi. Comment peut-on ne pas remarquer une grossesse 2 fois? Je ne peux pas l'expliquer. Je n'avais aucun symptôme. Mon ventre ne grossissait pas. Je continuais à faire du sport. Mes règles étaient comme d'habitude. Mais après l'accouchement, vous avez bien compris ce qui s'était passé. Oui, j'étais en panique. Je ne savais pas quoi faire. J'avais peur d'appeler les urgences. J'avais peur de le dire à mon mari. Pourquoi les avez-vous mis au congélateur? Je n'avais pas d'autre choix. Je ne pouvais pas penser rationnellement. J'ai juste fait la première chose qui m'est venue à l'esprit.
2 fois? Oui. Je sais comment ça sonne. Mais c'est la vérité. L'interview est publiée. La réaction du public est mitigée. Certains croient Véronique. Après tout, cela arrive vraiment. La grossesse cryptique est réelle. D'autres la qualifient de monstre. Comment peut-on vivre pendant des années en sachant que des restes se trouvent dans son congélateur? La communauté française de Séoul se divise. La moitié des connaissances de la famille Courgeot prend la défense de Véronique. Isabelle, son amie, donne une interview. « Je connais Véronique depuis 7 ans. C'est une mère formidable, attentionnée, attentive. Elle n'aurait jamais fait de mal délibérément. Si elle dit qu'elle ne savait pas, je la crois. » L'autre moitié se détourne. La voisine du 5e étage parle à une chaîne de télévision coréenne. Maintenant que j'y repense, oui, elle prenait parfois du poids. L'été 2003, elle portait des blouses amples, mais je pensais juste qu'il faisait chaud. Et en 2004 aussi, il y a eu des périodes où elle paraissait plus forte. Mais qui aurait pu le penser? Le psychologue, commentant l'affaire pour la presse, note la principale étrangeté. Véronique ne se comporte ni comme coupable, ni comme innocente. Normalement, les gens soit admettent leur culpabilité et se repentent, soit nient farouchement et exigent justice. Véronique, elle, est simplement calme, comme si elle discutait de la vie de quelqu'un d'autre. Les amis de la famille, ce même couple français, se remémorent des détails. L'été 2003, lors d'un barbecue, Véronique a refusé le vin. Elle a dit qu'elle prenait des antibiotiques. Personne n'y a prêté attention. En 2004, lors d'un voyage à la mer, elle n'a pas nagé. Elle a dit qu'elle avait attrapé froid. Cela a aussi semblé normal. Maintenant, ces détails s'assemblent pour former un tableau. Elle évitait les situations où sa silhouette serait visible. Elle ne buvait pas d'alcool. Elle portait des vêtements amples. Peut-être qu'elle savait, après tout, ou qu'elle le sentait inconsciemment, mais ne se l'avouait pas. La presse coréenne creuse plus profondément. Il retrouve d'anciennes connaissances de Véronique en France, des camarades de classe, des collègues de travail avant le déménagement. Tous la décrivent comme réservée, discrète. Elle ne partageait jamais ses problèmes. Elle gardait toujours ses émotions pour elle. Une amie d'école raconte, dans sa jeunesse, Véronique était très responsable, presque perfectionniste. Elle avait peur de faire une erreur, peur de décevoir ses parents. Peut-être que ce trait de caractère a joué un rôle. Lorsqu'une grossesse non planifiée est survenue, elle n'a tout simplement pas pu l'accepter comme un fait. Le cerveau a désactivé la conscience du problème. L'enquête analyse toutes les interviews. Le tableau reste contradictoire. D'une part, Véronique aurait effectivement pu ne pas être consciente de sa grossesse. La médecine confirme cette possibilité. D'autre part, son comportement après les accouchements était absolument rationnel. Elle a caché les preuves, elle a continué à vivre une vie normale. Elle n'a jamais craqué, avoué ou demandé de l'aide en 3 ans. Le procureur insiste sur une expertise psychiatrique complète, non ambulatoire, mais en milieu hospitalier, au moins 1 mois sous observation. Il faut comprendre si une personne peut simultanément ne pas être consciente d'une grossesse et en cacher délibérément les conséquences. Le tribunal accède à la demande. Véronique est transférée du centre de détention à la clinique psychiatrique de l'hôpital de Séoul. Clinique psychiatrique de l'hôpital de Séoul. Véronique est placée dans une chambre individuelle, sous surveillance 24 heures sur 24. Les 3 premiers jours, des tests psychologiques standards sont effectués. Entretien avec les médecins. Analyse du comportement. Le 4e jour, un examen médical complet est ordonné. Pas seulement psychiatrique, mais physique. Le procureur a insisté sur ce point. Il faut obtenir des données objectives sur l'état du corps de Véronique. La gynécologue, le docteur Park, effectue l'examen. Une infirmière et un représentant du parquet sont présents. Tout est consigné dans un procès-verbal. L'examen dure 40 minutes. Le docteur Park prend des notes détaillées. Elle prélève des échantillons de tissu. Elle photographie certaines zones pour la documentation médicale. La conclusion est prête le lendemain. Le docteur Park remet le document au procureur. Celui-ci lit attentivement. Puis relit encore une fois. Le rapport indique « Véronique présente des signes caractéristiques d'une femme ayant accouché au moins 2 fois après l'an 2000. Des étirements de certains tissus, des changements qui ne disparaissent pas avec le temps,
des cicatrices typiques d'accouchement naturel. De plus, le docteur Park découvre d'anciennes traces correspondant à des accouchements sans assistance médicale, des micro-déchirures qui ont cicatrisé spontanément, sans suture. C'est précisément ce qui apparaît lorsqu'une femme accouche seule, sans sage-femme. Le procureur convoque Véronique pour un interrogatoire. Il pose devant elle le rapport médical. « Madame Courgeot, vous avez affirmé ne pas avoir été consciente de votre grossesse, mais votre corps dit le contraire. Vous présentez des signes physiques d'au moins 4 accouchements. Les 2 que nous connaissons, vos fils, nés à l'hôpital en 1998 et 2000, et 2 autres sans assistance médicale. » Véronique regarde le document. Elle se tait. « Cela signifie que vous avez accouché à la maison, seule, 2 fois, exactement comme vous l'avez décrit. La médecine confirme votre version de cette partie de l'histoire. » Elle lève la tête. « Alors, vous me croyez ? » ?»« Partiellement. Nous croyons que les accouchements ont effectivement eu lieu à la maison sans assistance, mais la question demeure. Ce qui s'est passé ensuite. Les nouveau-nés étaient-ils vivants ? » Véronique se tait de nouveau. Le procureur continue. Il explique. Le médecin légiste ne peut pas établir la cause exacte du décès en raison de la congélation prolongée, mais il y a des signes indirects. Des résidus des tissus pulmonaires ont été trouvés chez les 2. Cela pourrait indiquer qu'ils ont respiré, ou pourrait être le résultat de processus naturels dans l'utérus au cours des dernières semaines. L'enquête est dans une impasse. Les preuves physiques confirment la version de Véronique concernant les accouchements à domicile, mais ne peuvent pas prouver ce qui s'est passé ensuite, si les nouveau-nés ont vécu quelques minutes ou ont cessé d'exister immédiatement. S'ils étaient vivants, c'est un double crime, minimum 10 ans de prison. Si mort-nés, seulement dissimulation, maximum 2 ans avec sursis. Les psychiatres poursuivent leur observation. 2 semaines plus tard, un rapport complet est prêt. Véronique est en bonne santé mentale, pas de troubles, mais un degré élevé de suppression émotionnelle a été détecté chez elle, une capacité à bloquer les souvenirs traumatisants. Cela explique comment elle a pu mener une vie normale pendant 3 ans. L'un des psychiatres ajoute un détail important au rapport. Véronique montre des signes de dissociation, une défense psychologique où la conscience se sépare d'un événement traumatisant. La personne se souvient du fait, mais ne ressent aucun lien émotionnel avec lui, comme si cela ne lui était pas arrivé. Cela explique son calme. Ce n'est pas un monstre insensible, c'est une personne dont le psychisme s'est protégé de la seule manière disponible, en coupant les émotions. Mais cela ne la décharge pas de sa responsabilité. Même si Véronique n'a effectivement pas été consciente de sa grossesse avant les accouchements, même si son psychisme a bloqué les souvenirs, elle a tout de même pris des décisions. La décision de cacher le résultat dans le congélateur, la décision de ne rien dire à personne, la décision de continuer à vivre comme si de rien n'était. 2 fois, le procureur prépare l'acte d'accusation. L'accusation principale, double crime contre la vie. L'accusation alternative, si le tribunal n'accepte pas la principale, dissimulation et traitement inapproprié des restes. L'affaire est transmise au tribunal. Le procès est fixé à décembre 2006. L'avocat de Véronique change de stratégie de défense. Il invite un expert de France, le professeur Michel Dubois, spécialiste en psychiatrie périnatale. Dubois étudie des cas similaires depuis 20 ans. Le professeur arrive à Séoul en novembre 2006. Il mène 3 entretiens avec Véronique. Il étudie tous les documents de l'affaire, puis il rend sa conclusion pour le tribunal. Il décrit un phénomène appelé déni de grossesse. Ce n'est ni un mensonge ni une simulation. C'est un véritable trouble psychologique au cours duquel le cerveau de la femme bloque complètement la conscience de son état. Le mécanisme fonctionne ainsi. La psyché humaine ne veut pas accepter un certain fait, peut-être par peur, peut-être à cause de la pression sociale, peut-être à cause d'un traumatisme. Le cerveau commence à ignorer tous les signaux. Les hormones fonctionnent différemment. Le corps s'adapte. Le ventre ne grossit pas. Les muscles sont constamment tendus. L'utérus se positionne de manière atypique. Les règles continuent. Des saignements apparaissent d'autres sources. Le poids ne change pas. La graisse se répartit différemment. Le professeur Dubois cite des statistiques. En France, environ 3000 cas de déni de grossesse sont enregistrés chaque année. Parmi eux, environ 300 sont des dénis complets jusqu'au moment de l'accouchement. La femme apprend qu'elle est enceinte seulement lorsque les contractions commencent. Ce n'est pas une rareté, c'est simplement un phénomène peu connu. La plupart des cas ne finissent pas dans les faits divers parce qu'ils se terminent normalement.
La femme accouche à l'hôpital ou à la maison avec l'aide de proches. Le professeur présente des documents d'autres affaires. Allemagne, 2003. Une femme a accouché dans les toilettes d'un centre commercial. Elle ignorait sa grossesse. Canada, 2005. Une enseignante a accouché pendant un cours. Elle l'ignorait aussi. Espagne, 2004. Une étudiante a accouché dans une résidence universitaire. Elle a appris sa grossesse 10 minutes avant l'accouchement. Tous ces cas sont prouvés par des études médicales. Ce n'est pas une invention. Le cerveau humain est capable de choses étonnantes lorsqu'il protège la psyché d'informations qu'il ne peut accepter. Le professeur explique pourquoi Jean-Louis n'a rien remarqué. En cas de déni de grossesse, le corps de la femme ne montre effectivement pas les signes classiques. Si le mari ne sait pas quoi chercher, si la vie sexuelle n'est pas très active, si la femme porte des vêtements amples, il peut ne pas comprendre. Ce n'est pas la faute du mari, c'est une particularité du trouble. Dubois effectue des tests avec Véronique. Les résultats correspondent au tableau clinique. Elle présente un niveau d'anxiété élevé qu'elle cache méticuleusement, une peur de ne pas répondre aux attentes, un perfectionnisme, une inacceptabilité à accepter les événements non planifiés. Dans sa biographie, il y a des facteurs de risque, une éducation catholique stricte, une famille conservatrice, l'idée qu'une femme correcte planifie tout à l'avance. 2 fils étaient déjà là, le 3e et le 4e non planifiés. Pour la psyché de Véronique, c'était inadmissible. Le cerveau a simplement désactivé la conscience du problème. Mais le professeur ajoute un élément crucial. Le déni de grossesse explique pourquoi elle ne savait pas avant les accouchements, mais n'explique pas ce qui s'est passé après. Après l'accouchement, la femme comprend toujours la situation. Les contractions, la douleur, l'apparition d'un nouveau-né, il est impossible de ne pas en être consciente. Donc, au moment de l'accouchement, Véronique savait exactement ce qui se passait. Et ce qu'elle a fait ensuite, l'envelopper dans un sac, le mettre au congélateur, était une décision consciente. Le trouble ne s'étend pas à ce moment-là. Le procureur utilise cela dans ses arguments. Soit elle ne savait pas pour la grossesse, la médecine le confirme. Mais après l'accouchement, elle a agi rationnellement. Elle a effacé toutes les traces, elle a caché les preuves, elle a continué à vivre normalement. Pas une seule fois en 3 ans, elle n'a tenté de corriger la situation ou de demander de l'aide. La défense riposte. La psyché de Véronique était en état de choc. Elle a accouché seule, sans aide, dans la salle de bain. Les nouveau-nés ne montraient aucun signe de vie. Elle a eu peur. Elle ne savait pas quoi faire. Elle a agi de manière irrationnelle. Mais 2 fois? Le procureur insiste, la première fois peut être attribuée au choc, mais la 2e fois, 1 an plus tard, elle savait déjà qu'elle pouvait accoucher sans être consciente de sa grossesse. Elle aurait dû être préparée, elle aurait dû consulter un médecin au moindre soupçon. Au lieu de cela, l'histoire s'est répétée à l'identique. Le professeur Dubois explique, en cas de déni de grossesse, la personne n'apprend pas de l'expérience. La psyché bloque même les souvenirs du premier cas. Véronique a pu oublier inconsciemment que cela s'était déjà produit. Le cerveau la protégeait du traumatisme en effaçant la mémoire. Le tribunal se trouve face à un choix difficile. La médecine explique comment cela était possible. La psychiatrie explique le mécanisme du trouble. Mais la question principale demeure. Véronique est-elle coupable de ce qui s'est passé après les accouchements? C'est précisément cela qu'il faut maintenant élucider. Pendant que les psychiatres étudient Véronique, l'enquête ne laisse pas Jean-Louis tranquille. Formellement, il est un témoin. Mais le détective Kim ne croit pas entièrement à son innocence. Octobre 2006. Jean-Louis est convoqué pour un nouvel interrogatoire. Le 5e déjà. Le détective pose les mêmes questions, mais sous un angle différent. Monsieur Courgeot, revenons-y. Votre femme est enceinte, son ventre grossit. Vous dormez avec elle dans le même lit. Comment avez-vous pu ne pas le remarquer? Je l'ai déjà expliqué, je n'ai pas remarqué de changement. Peut-être qu'ils étaient minimes. Ou bien vous les avez remarqués, mais avez fait semblant de rien. Non, je ne savais vraiment pas. Votre vie intime, à quelle fréquence? Jean-Louis rougit. Rarement, 1 fois par mois, peut-être moins. Nous étions tous les deux fatigués par le travail et les enfants. Pratique, une intimité rare, moins de chances de remarquer les changements dans le corps de votre femme. Ce n'était pas intentionnel, c'est comme ça que ça s'est passé. Le détective change de sujet. Août 2003, Véronique prend 3 jours de congé. Vous ne l'avez pas appelée une seule fois dans la journée? J'ai appelé
1 ou 2 fois. Elle disait qu'elle était allongée, qu'elle se reposait. Vous n'avez pas insisté pour qu'elle consulte un médecin? Elle a dit qu'elle était juste fatiguée. Tout est passé au bout de quelques jours. Septembre 2004. La même chose. Vous n'avez de nouveau pas insisté pour un médecin. Je lui faisais confiance. Je pensais qu'elle savait elle-même quand un médecin était nécessaire. L'enquête vérifie ses relevés téléphoniques en détail. Tous les appels entre les époux en août 2003 et septembre 2004 sont absolument normaux. Des conversations courtes. Comment ça va? Normal, je me repose. D'accord, à ce soir. Rien de suspect. Le détective étudie l'emploi du temps de Jean-Louis. L'entreprise a un système de suivi strict. Les badges électroniques enregistrent chaque entrée et sortie. Les jours des accouchements présumés, Jean-Louis était au bureau de 9 h du matin à 18 h. Aucune absence. Il passait sa pause déjeuner à la cantine du bureau. Il y a des enregistrements des caméras. Physiquement, il ne pouvait pas être présent. Le bureau est à 40 minutes de route de la maison. Même s'il s'était absenté 1 heure, le système l'aurait enregistré. L'enquête ordonne un test au polygraphe. Jean-Louis accepte. L'expert pose des questions de contrôle, puis passe au principal. Saviez-vous que votre femme était enceinte en 2003? Non. Le polygraphe indique vérité. Saviez-vous qu'elle était enceinte en 2004? Non. Encore la vérité. Avez-vous aidé votre femme à cacher les résultats des accouchements? Non. Vérité. Avez-vous déjà ouvert le compartiment inférieur du congélateur avant le 13 septembre 2006? Non. Ou très rarement. Je ne me souviens pas exactement. Une légère hésitation, mais dans la norme. L'expert rend sa conclusion. Jean-Louis répond sincèrement. Aucun signe de tromperie n'a été détecté. Le détective Kim ne s'avoue pas vaincu. Il vérifie les finances plus en profondeur. Peut-être que Jean-Louis a payé quelqu'un pour son silence, ou acheté quelque chose de suspect. Les relevés bancaires pour les années 2003-2006 sont absolument propres. Salaire, factures, supermarché, station-service, école pour les garçons. Aucun retrait d'espèces important. Aucun virement étrange. L'enquête interroge les collègues de Jean-Louis à nouveau. Tous disent la même chose. Il était entièrement absorbé par son travail. Le projet de métro était dans une phase critique. Heures supplémentaires régulières, réunions tard le soir, voyages d'affaires dans d'autres villes de Corée. Il n'avait tout simplement pas le temps de s'occuper des affaires domestiques. Un des collègues se souvient, en 2004, Jean-Louis s'était plaint que sa femme était devenue plus renfermée. Elle parlait moins. Il pensait que c'était la fatigue due aux enfants. Le collègue lui a conseillé d'aider davantage à la maison. Jean-Louis a accepté, mais son travail ne le lui permettait pas. Cela ne ressemble pas au comportement d'un complice. Cela ressemble au comportement d'un mari qui ne savait vraiment rien. Le détective Kim consulte le procureur. Celui-ci étudie tous les documents. L'alibi est en béton. Le polygraphe a été passé. Les finances sont propres. Les collègues confirment l'emploi du temps chargé. Le psychologue confirme le choc sincère lors de la découverte. Le procureur prend une décision. Toutes les suspicions sont levées sur Jean-Louis. Il ne figure plus dans l'affaire comme complice potentiel, seulement comme témoin et victime. Jean-Louis reçoit une notification. Il est libre. Il peut reprendre une vie normale. Mais quelle vie normale peut-il y avoir après ça? Sa femme est sous enquête, sa famille est détruite. Ses fils vivent avec leur grand-mère, posent des questions auxquelles il ne peut répondre. La communauté française de Séoul est divisée à son égard. Certains le plaignent, pauvre homme, lui-même victime de la situation. D'autres chuchotent. Comment a-t-il pu ne pas le remarquer? 2 fois? Il cache sûrement quelque chose. Jean-Louis cesse de sortir de chez lui. Il prend des congés au travail. Il ne répond pas aux appels de ses amis. Il reste seulement assis dans l'appartement loué et essaie de comprendre comment sa vie s'est transformée en ce cauchemar. Pendant ce temps, Véronique se prépare pour le procès. Elle est maintenant la seule accusée. C'est à elle seule qu'il revient d'expliquer aux juges et aux jurés ce qui s'est passé dans leur appartement en 2003 et 2004. L'affaire est fixée pour décembre. Il reste 1 mois. Novembre 2006. Véronique est en clinique psychiatrique depuis 1 mois. L'avocat prépare la ligne de défense pour le tribunal. L'argument principal, déni de grossesse, troubles psychologiques, absence d'intention. Mais lors d'un nouvel entretien avec le psychiatre, Véronique dit quelque chose d'inattendu. Le médecin informe immédiatement l'enquête. Un interrogatoire d'urgence est ordonné. Le détective Kim arrive à la clinique. Il allume le dictaphone. Véronique est assise en face, les mains posées sur ses genoux. Madame Courgeot,
Vouliez-vous ajouter quelque chose à votre témoignage? Pause. 10 secondes de silence. Ce n'était pas 2 fois. Le détective se fige. Que voulez-vous dire? La première fois n'est pas arrivée en Corée. C'était en France, en 1996. Expliquez plus en détail. Véronique commence à raconter. Sa voix est monotone, sans émotion, comme si elle lisait un rapport. Année 1996. Jean-Louis et elle sont mariés depuis 2 ans. Ils vivent en banlieue lyonnaise. Jean-Louis est ingénieur, Véronique est professeure de français à l'école. Ils prévoient un premier enfant, mais le repoussent pour l'instant. Ils veulent économiser de l'argent. L'été, Véronique ne se sent pas bien. Nausée matinale, fatigue. Elle pense que c'est le stress du travail. Elle n'y prête pas attention. Ses règles sont irrégulières, mais ça a toujours été le cas. En octobre, les contractions commencent. Elle est seule à la maison. Jean-Louis est en voyage d'affaires à Paris pour 3 jours. Véronique s'enferme dans la salle de bain. Quelques heures plus tard, tout est fini. Que s'est-il passé ensuite? Le résultat ne montrait aucun signe de vie. Je ne savais pas quoi faire. J'étais paniqué. Jean-Louis devait rentrer le lendemain. Je ne pouvais pas laisser ça dans la salle de bain. Et qu'avez-vous fait? Nous avions une cheminée dans le salon, une cheminée à bois. J'ai tout mis dedans. J'ai allumé un feu. J'ai attendu plusieurs heures jusqu'à ce que tout soit réduit en cendres. Le détective note chaque mot. Cela change tout. Non pas 2 cas, mais 3. Le premier en France, puis 2 en Corée. Vous en avez parlé à votre mari? Non. Quand il est rentré, j'ai dit que j'avais la grippe. Il n'a rien remarqué. Pourquoi n'avez-vous pas consulté un médecin? J'avais peur. Je ne savais pas comment expliquer. Je pensais qu'on m'accuserait de quelque chose d'horrible. N'étiez-vous pas consciente d'être enceinte? Non. Jusqu'au moment des contractions, je n'en avais aucune idée. L'enquête contacte immédiatement la police française. Ils envoient une demande vérifier la maison à Lyon où les Courgeot vivaient en 1996. Mais 10 ans se sont écoulés. La maison a été vendue à une autre famille. La cheminée a été utilisée des centaines de fois. Il est impossible de trouver la moindre trace. Le détective poursuit l'interrogatoire. Après le premier cas, vous n'avez pas consulté un psychologue? Vous n'avez pas essayé de comprendre ce qui s'était passé? J'ai bloqué les souvenirs. J'ai essayé de ne pas y penser. 6 mois plus tard, nous avons planifié le premier. Je suis tombée enceinte. Tout s'est bien passé. J'ai accouché à l'hôpital. Puis le deuxième fils en 2000. Normal aussi. Et ensuite, en 2003 et 2004, l'histoire s'est répétée. Oui, je n'ai pas fait le lien avec cette première fois. Je ne m'en souvenais pas vraiment. Le psychisme bloqué. Le psychiatre, présent à l'interrogatoire, prend des notes. Cela correspond au tableau clinique de la dissociation. Le cerveau efface les souvenirs traumatisants pour que la personne puisse fonctionner. Mais le schéma se répète encore et encore. Le procureur reçoit de nouvelles déclarations. Maintenant, l'accusation devient plus sérieuse. Non pas 2 cas, mais 3. Un caractère systématique. La première fois en 1996 en France, et elle a détruit les preuves. La deuxième et la troisième en Corée. Elle les a cachées dans le congélateur. Cela ne ressemble plus à une panique isolée. Cela ressemble à un schéma de comportement répétitif. Une femme accouche, dissimule le résultat, continue à vivre une vie normale. 2 fois par congélation, 1 fois par incinération. 3 manières différentes de cacher la même chose. L'avocat de Véronique est sous le choc. Cet aveu détruit toute la ligne de défense. Il est maintenant difficile de convaincre le tribunal qu'il s'agissait de panique et d'incompréhension. 3 fois en 10 ans, c'est déjà un système. Il essaie de minimiser les dégâts. Il insiste sur le fait que les 3 cas étaient le résultat d'un même trouble, le déni de grossesse. Que Véronique n'était réellement pas consciente de son état à chaque fois. Qu'après les accouchements, elle a agi en état de choc et de dissociation. Mais le procureur voit les choses autrement. Après la première fois, en 1996, Véronique aurait dû comprendre que quelque chose n'allait pas chez elle. Elle aurait dû consulter un médecin. Elle aurait dû prendre des mesures pour que cela ne se reproduise pas. Au lieu de cela, elle a simplement oublié et a laissé l'histoire se répéter 2 fois de plus.
Cela ressemble soit à une irresponsabilité extrême, soit à une ignorance délibérée du problème. Dans tous les cas, c'est une faute. La police française vérifie les dossiers médicaux de Véronique pour l'année 1996. Aucune consultation médicale en octobre ou novembre. Aucune plainte de santé. Elle a continué à travailler à l'école comme d'habitude. Les collègues ne se souviennent de rien d'étrange. Une année scolaire normale. L'enquête interroge les parents de Véronique. Ils vivent en Bourgogne, une petite ville. Un couple âgé, catholique conservateur. Le père est à la retraite, la mère est femme au foyer. Ils sont sous le choc des nouvelles. Ils ne croient pas que leur fille ait pu faire une telle chose. Elle a toujours été obéissante, responsable, correcte. En 1996, ils l'ont vue plusieurs fois. Ils n'ont remarqué aucun signe de grossesse. Elle avait l'air normale. La mère se souvient d'un détail. À l'automne 1996, Véronique a appelé, disant qu'elle ne se sentait pas bien. La mère a proposé de venir l'aider. Véronique a refusé, disant qu'elle s'en sortirait seule. Ils n'ont plus abordé le sujet. L'affaire prend une nouvelle ampleur. 3 cas en 10 ans dans 2 pays. L'enquête comprend, ce n'est pas un crime isolé commis sous l'emprise d'une forte émotion. C'est une dissimulation systématique, répétée 3 fois selon le même schéma. Le procès commencera dans 3 semaines. Maintenant, Véronique devra expliquer non pas 2 cas, mais 3. Décembre 2006. Une semaine avant le procès, le détective Kim mène le dernier interrogatoire. C'est la dernière chance d'obtenir une image complète des événements. Véronique a accepté de faire une déposition détaillée. Salle d'interrogatoire. Une table, 2 caméras, un dictaphone. Le détective ouvre le dossier. Madame Courgeot, allons-y dans l'ordre. Parlez-nous du premier cas. Octobre 1996, Lyon. Véronique est assise droite, les mains sur la table. Sa voix est calme. Les contractions ont commencé le matin. Jean-Louis était en déplacement professionnel. Je suis allé dans la salle de bain. Environ 3 heures plus tard, tout était fini. Qu'avez-vous vu? C'était petit. 40 centimètres environ. Ça ne bougeait pas. Ça ne faisait pas de bruit. Le détective remarque qu'elle dit « ça, petit ». Elle n'utilise pas d'autres mots. Avez-vous vérifié le pouls? Non, je ne savais pas comment. J'ai juste regardé. Ça ne respirait pas. Qu'avez-vous fait ensuite? Je l'ai enveloppé dans une serviette. Je l'ai apporté au salon. Je l'ai mis dans la cheminée. J'ai allumé un feu. J'ai attendu plusieurs heures. Compreniez-vous ce que vous faisiez? Pause. Je savais que je devais m'en débarrasser. Jean-Louis devait rentrer le lendemain. Je ne pouvais pas laisser ça. Pourquoi n'avez-vous pas appelé la police ou les urgences? J'avais peur. Je pensais qu'on m'accuserait, qu'on dirait que j'étais une mauvaise mère, que j'aurais dû savoir que j'étais enceinte. Le détective prend des notes. Il passe au cas suivant. Août 2003. Séoul. Racontez. La même chose. Les contractions ont commencé. J'étais seule à la maison. Je me suis enfermée dans la salle de bain. Après quelques heures, c'était fini. Et le résultat? Encore petit. Ça ne bougeait pas, ça ne respirait pas. Je l'ai enveloppé dans du polyéthylène, je l'ai scellé avec du ruban adhésif. Je l'ai mis dans le congélateur, sous les aliments. Pourquoi dans le congélateur et non dans la cheminée? Nous n'avions pas de cheminée dans l'appartement, je ne savais pas où le mettre d'autre. Le congélateur m'a semblé être un endroit sûr. N'avez-vous pas pensé que votre mari pourrait le trouver? J'y ai pensé, mais j'espérais qu'il ne regarderait jamais dans le compartiment inférieur. C'est toujours moi qui prenais les produits là-bas. Septembre 2004, le 3e cas. Tout s'est répété. Contraction, salle de bain, le même résultat. J'ai fait la même chose. Je l'ai enveloppé, je l'ai mis au congélateur. Le détective la regarde longuement. Madame Courgeot, après la première fois, n'avez-vous pas pensé à consulter un médecin, à faire des examens? J'ai bloqué les souvenirs. J'ai essayé de ne pas y penser. Après la 2e fois, la même chose. Comprenez-vous que 3 fois, ce n'est plus une coïncidence, c'est un schéma. Véronique reste silencieuse. Le détective change de tactique. Soyons honnêtes. Vous saviez que vous étiez enceinte, n'est-ce pas? Vous avez senti des changements dans votre corps. Peut-être, je ne sais pas. C'est difficile de s'en souvenir maintenant. Vouliez-vous vous en débarrasser? Non, je n'avais pas prévu ça. Mais après l'accouchement, vous avez agi délibérément.
Vous avez brûlé le premier, vous avez congelé le deuxième et le troisième. Ce sont des actions conscientes. Véronique baisse la tête. J'étais paniqué, je ne savais pas quoi faire. J'ai juste fait ce qui m'est venu à l'esprit. La même panique ? 3 fois ? Silence. Le détective ouvre l'expertise médicale. Des signes de respiration ont été trouvés chez les 2 du congélateur. Les poumons contenaient de l'air. Cela signifie qu'ils étaient vivants après leur naissance. Véronique relève brusquement la tête. Non, ils ne bougeaient pas, ils ne pleuraient pas. Je pensais vraiment qu'ils étaient morts. Oui. Mais vous n'avez pas vérifié, vous n'avez pas appelé de médecin, vous n'avez pas essayé d'aider. Je ne savais pas comment. Vous êtes enseignante, une femme instruite. Vous avez 2 fils en bonne santé. Vous savez à quoi ressemblent les nouveau-nés. Vous auriez dû comprendre. Véronique se couvre le visage de ses mains. Pour la première fois de tout l'interrogatoire, elle montre une émotion. Je ne les percevais pas comme réels. Ils ne ressemblaient pas à mes garçons. Ils étaient différents, petits, étranges. Je ne ressentais aucun lien. Le détective note cette phrase avec une attention particulière. C'est un aveu clé. Elle ne les percevait pas comme des êtres humains. Pour elle, c'était juste des objets, des problèmes à résoudre. Regrettez-vous ce qui s'est passé ? Longue pause. Presque une minute de silence. Je ne sais pas. Je ressens un vide. Je ne peux pas l'expliquer. Le psychiatre, observant à travers la vitre, prend une note. Détachement émotionnel, incapacité à exprimer des regrets, signe classique d'une profonde dissociation. L'interrogatoire dure 4 heures. À la fin, Véronique a fait des aveux complets. 3 cas. 1986, 2003, 2004. 1 en France, 2 en Corée. Tous les 3 se sont terminés de la même manière, par une dissimulation. Le détective transmet le procès-verbal au procureur. C'est le document principal de l'accusation. Des aveux complets de la bouche de l'accusé. Enregistrés par caméra, sur dictaphone et signés par elle-même. Il ne reste plus que le procès. Le jury devra décider si Véronique est coupable d'actes prémédités ou si elle est victime d'un trouble psychologique. Son destin dépend de cette décision. Soit 10 ans de prison, soit une peine avec sursis assortie d'un traitement obligatoire. Le procureur Lee examine les documents du dossier. Devant lui se trouvent les procès-verbaux d'interrogatoire, les rapports médicaux, les rapports psychiatriques. La défense soutient que Véronique était irresponsable en raison d'un trouble. Sa tâche est de prouver le contraire. Il établit la chronologie des actions de Véronique après chaque cas. Il note chaque étape. 1996, France. Après l'accouchement, elle n'a pas appelé à l'aide. Au lieu de cela, elle a attendu que tout soit fini. Elle a enveloppé le résultat dans une serviette, l'a apporté au salon, a allumé un feu dans la cheminée, a attendu plusieurs heures jusqu'à ce que tout se transforme en cendres, a nettoyé la cheminée, s'est lavé, s'est préparé. Lorsque son mari est rentré le lendemain, elle s'est comportée de manière absolument normale. 2003, Séoul. Encore une fois, elle n'a pas appelé à l'aide. Elle l'a enveloppée dans du polyéthylène, l'a soigneusement scellée avec du ruban adhésif, l'a cachée dans le congélateur sous les aliments, a nettoyé la salle de bain, est restée en congé maladie pendant 3 jours, se remettant de l'accouchement. Puis est retournée au travail. N'a rien dit à personne. Elle continuait d'ouvrir le congélateur tous les jours, prenant les aliments du dessus, évitant le compartiment inférieur. 2004, Séoul. Absolument la même chose. Polyéthylène, ruban adhésif, congélateur. Elle a effacé les traces. Quelques jours de repos. Retour à la vie normale. Encore 2 ans à vivre avec ce savoir.
Le procureur voit un schéma. Chaque fois, Véronique a agi méthodiquement. Elle n'est pas tombée en hystérie. Elle n'a pas appelé à l'aide. Elle n'a pas avoué. Elle a systématiquement dissimulé les traces. C'est le comportement d'une personne qui comprend qu'elle fait quelque chose de mal. Il convoque un psychiatre expert pour une consultation. « Docteur, dites-moi. » Une personne en déni de grossesse peut-elle dissimuler les conséquences de manière aussi délibérée? Le psychiatre hoche la tête. Le déni de grossesse affecte la conscience du fait de porter un enfant. Mais après l'accouchement, une femme comprend toujours ce qui s'est passé. Le trouble ne persiste pas après l'apparition du nouveau-né. C'est-à-dire que lorsque Véronique les enveloppait dans des sacs et les cachait, elle agissait consciemment? Absolument. Elle comprenait la situation. Elle comprenait que ses actions devaient être dissimulées. Cela prouve sa responsabilité pénale. Et le détachement émotionnel? L'incapacité à exprimer des regrets? C'est un mécanisme de défense psychique, la dissociation. Mais cela ne rend pas une personne irresponsable. Elle connaissait la différence entre le bien et le mal. Elle a simplement bloqué ses émotions pour faire face. Le procureur prend des notes. C'est un argument clé. Véronique n'a peut-être pas eu conscience de sa grossesse. C'est prouvé médicalement. Mais après l'accouchement, elle a agi rationnellement. Elle a planifié. Elle a dissimulé. C'est un signe de responsabilité pénale. Il analyse son comportement plus en profondeur. Véronique a continué à travailler, à interagir avec ses amis, à prendre soin de ses 2 fils, à préparer les dîners, à sourire sur les photos, à vivre une vie pleine. Pendant toutes ces années, elle a fonctionné de manière absolument normale. Si elle avait été irresponsable, elle n'aurait pas pu maintenir une telle façade. Les personnes irresponsables perdent leur capacité de fonctionnement social. Véronique, elle, était une mère, une épouse et une enseignante exemplaire. Le procureur prépare le document final pour le tribunal. La thèse principale est la conscience de ses actes. Véronique comprenait que ses actions étaient illégales. Preuve 1. Dissimulation systématique. Elle a utilisé 3 fois différentes méthodes pour détruire les preuves. 2. Absence de tentative d'obtenir de l'aide. Elle n'a jamais contacté un médecin ou la police. 3. Maintien du fonctionnement social. Elle a continué à travailler et à s'occuper de sa famille. 4. Long silence. Elle a vécu avec ce secret pendant 3 ans, ne se confessant à personne. Tout cela indique qu'elle comprenait l'illégalité de ses actions. Qu'elle comprenait la nécessité de les dissimuler. Elle a agi délibérément et méthodiquement. Le déni de grossesse explique pourquoi elle n'était pas au courant avant l'accouchement, mais cela n'explique ni ne justifie ses actions après. Au moment où elle enveloppait le résultat dans du polyéthylène, où elle collait le ruban adhésif, où elle le cachait dans le congélateur, elle était pleinement responsable. Elle a fait un choix conscient de cacher ce qui s'était passé au lieu de demander de l'aide. Le procureur remet le document à ses assistants. La stratégie de l'accusation est prête. Ils ne contesteront pas le trouble psychologique, la médecine est du côté de la défense, mais ils prouveront que le trouble n'exonère pas de responsabilité. Véronique savait ce qu'elle faisait. Elle savait que c'était mal, et elle a délibérément choisi la voie de la dissimulation. 3 fois. Le procès commencera dans 3 jours. Le jury devra décider si le trouble psychologique est suffisant pour l'acquittement, ou si les actions après l'accouchement étaient trop conscientes pour échapper à la punition. Lorsque la nouvelle des aveux complets de Véronique devient publique, tout le monde attend la réaction de Jean-Louis. Il est resté silencieux pendant 1 mois. Il n'a pas donné d'interview. Il n'est pas apparu en public. Il s'est caché dans un appartement loué avec ses fils. Le 15 décembre 2006, 5 jours avant le procès, il fait une seule déclaration à la presse, courte, lue devant les caméras près de sa maison. « J'ai appris les agissements de ma femme il y a 3 mois. Cela a détruit ma vie. Mais j'ai étudié les rapports médicaux. J'ai parlé à des psychiatres. Je comprends maintenant. Véronique est malade. Elle souffre d'un grave trouble psychologique. Ce n'est pas une criminelle de sang-froid. C'est une personne qui a besoin de traitement. Je la soutiendrai. Pour nos fils. Pour le souvenir de ce qu'elle était avant cela. » Les journalistes le bombardent de questions. Il ne répond pas. Il retourne à l'intérieur. La réaction du public est immédiate.
Les médias français et coréens explosent de discussions. Comment peut-il la soutenir? Comment peut-il pardonner une telle chose? Des talk-shows à la télévision française consacrent des émissions entières à cette déclaration. Des psychologues expliquent « c'est une réaction normale d'un conjoint face à un traumatisme. Le déni, la tentative de trouver une explication rationnelle. Jean-Louis ne peut accepter d'avoir vécu 7 ans avec une personne capable de cela. Il est plus facile de croire à la maladie. » Les organisations féministes prennent la défense de Véronique. Elles disent « c'est le résultat de la pression sociale sur les femmes. L'attente d'être une mère, une épouse et une professionnelle parfaite en même temps. La psyché ne supporte pas. Il y a une rupture. » Les groupes conservateurs exigent la peine maximale. Ils disent « aucune maladie ne justifie 3 quarts en 10 ans. Après la première fois, elle aurait dû demander de l'aide. Au lieu de cela, elle a permis à l'histoire de se répéter 2 fois. » L'affaire fait la une des journaux du monde entier. Le congélateur de la mort à Séoul. L'enseignante française avoue 3 cas. Le phénomène du déni de grossesse, maladie ou justification. La communauté française de Séoul est définitivement divisée. La moitié cesse de communiquer avec Jean-Louis. Il le considère comme un complice, ou du moins incroyablement naïf. L'autre moitié sympathise. Pauvre homme, lui-même victime. Isabelle, une amie de Véronique, donne une interview à un magazine français. Elle pleure devant la caméra. « Je n'arrive pas à y croire. Je la connaissais depuis 7 ans. Nous étions des amis proches. Elle semblait absolument normale, attentionnée, gentille. Comment ai-je pu ne pas le remarquer? Comment personne ne l'a-t-il remarqué ?» Les parents de Véronique refusent de commenter. Leur avocat transmet une courte déclaration. La famille traverse une période très difficile. Ils demandent de respecter leur droit à la vie privée. Les fils de Véronique, âgés de 8 et 6 ans, ne connaissent pas encore les détails. Jean-Louis leur a dit que leur mère était malade, à l'hôpital, qu'elle irait bientôt mieux et reviendrait. Un psychologue pour enfants travaille avec eux, les préparant aux éventuelles conséquences. Quand ils seront grands, ils devront connaître la vérité, mais pas maintenant. L'avocat de Véronique utilise le soutien public de son mari à son avantage. Il déclare à la presse « Si la personne la plus proche qui a vécu avec elle pendant 7 ans croit en sa maladie, pourquoi la société ne peut-elle pas y croire? Jean-Louis l'a vue de l'intérieur, il la connaissait mieux que quiconque. Et il dit « C'est un trouble, pas une intention malveillante ». Le procureur riposte dans sa déclaration. La position émotionnelle du mari est compréhensible, mais n'a aucune valeur juridique. Le tribunal évaluera les faits et non les sentiments. Les faits parlent. Action consciente après l'accouchement, dissimulation systématique, absence de tentative d'obtenir de l'aide. Le 19 décembre, la veille du procès, Véronique est transférée de la clinique psychiatrique au palais de justice. Les caméras la filment sortant de la voiture. Mince, pâle, vêtue d'un costume gris, les cheveux attachés, le visage sans émotion. Elle regarde droit devant elle, ne réagissant pas aux cris des journalistes. 12 jurés seront réunis dans la salle d'audience. 6 hommes, 6 femmes. Ils devront décider du sort de Véronique Courgeot. Est-elle coupable d'actes prémédités ou était-elle irresponsable en raison d'un trouble psychologique? Leur décision déterminera le verdict, soit 10 ans de prison pour chaque cas, soit une peine avec sursis assortie d'un traitement obligatoire dans une clinique psychiatrique. Le procès commence demain. Le 18 décembre. 2 jours avant le procès, l'enquête procède à une dernière procédure, la reconstitution des faits. Le procureur doit prouver au jury que tout ce que Véronique a décrit est physiquement possible, qu'elle a réellement pu faire cela discrètement dans l'appartement où vit son mari. Véronique est conduite à leur ancien appartement, au 8e étage. Jean-Louis a déménagé depuis longtemps, l'appartement est vide. Sont présents le détective Kim, le procureur, l'avocat de la défense, un criminaliste et un caméraman. Tout sera enregistré. Véronique entre calmement dans l'appartement. Elle regarde autour d'elle. C'est sa maison des 7 dernières années. C'est ici qu'elle a élevé ses fils. C'est ici que ces événements se sont produits. Madame Courgeois, montrez-nous comment tout s'est passé en août 2003, dit le détective.
Véronique se dirige vers la salle de bain. La pièce est petite, 3 mètres sur 2. Baignoire, lavabo, toilette, une armoire à serviettes. J'ai ressenti de la douleur le matin. Je comprenais que c'était des contractions. Jean-Louis était parti travailler à 9 heures. Les garçons étaient à l'école. J'ai fermé la porte à clé. Elle montre la serrure, un simple verrou de l'intérieur. Je me suis assise ici, sur le bord de la baignoire. La douleur s'intensifiait. Environ des heures plus tard, les poussées ont commencé. Le criminaliste note chaque détail, l'avocat observe en silence. Que s'est-il passé ensuite? Tout s'est terminé rapidement, 15 minutes. Le résultat est tombé dans la baignoire. J'ai vu que c'était petit, ça ne bougeait pas. Montrez les actions suivantes sur le mannequin. Le criminaliste sort un mannequin spécial de la taille d'un nouveau-né. Il le tend à Véronique. Elle le prend sans hésitation, le pose dans la baignoire, montre comment elle l'a enveloppé dans une serviette, comment elle l'a transporté à la cuisine. Ils passent à la cuisine. Véronique ouvre le congélateur, montre le compartiment inférieur. J'ai pris un sac en polyéthylène d'ici. Elle indique le tiroir sous l'évier. Je l'ai enveloppé. Je l'ai scellé avec du ruban adhésif du même tiroir. Je l'ai mis ici, dans le coin. J'ai couvert avec des paquets de viande par-dessus. Le détective vérifie. Effectivement, le coin du congélateur est complètement caché de la vue si l'on ne regarde pas spécifiquement. Si l'on ne prend les produits que du dessus, on peut ne pas remarquer pendant des années ce qui se trouve en dessous. Combien de temps a duré toute la procédure? 20 minutes environ. Puis je suis retourné dans la salle de bain. J'ai tout nettoyé. Je me suis lavé. Je me suis couché. Jean-Louis est rentré à 6 heures du soir. J'ai dit que je ne me sentais pas bien. Il n'a pas posé de questions. Le procureur prend des notes. Physiquement, tout est possible. Le mari n'était pas à la maison pendant 8 heures. Pendant ce temps, on peut tout faire et effacer les traces. Et septembre 2004. Exactement la même chose. Tout s'est répété. Les mêmes actions, le même résultat. Véronique dit cela d'une voix absolument calme, comme si elle décrivait une recette de cuisine. Aucune émotion, aucun tremblement dans la voix. L'avocat essaie d'adoucir l'impression. Madame Courgeot, que ressentiez-vous à ces moments-là? Rien. Un vide. J'ai juste fait ce qui me semblait nécessaire. Compreniez-vous que vous agissiez mal? Je ne crois pas. J'étais en état de choc. Je n'ai pas analysé mes actions. Le procureur objecte. Mais vous saviez qu'il fallait le cacher. Cela montre une conscience. Je voulais juste que ça disparaisse, que le problème s'en aille. La reconstitution dure 1h30. Véronique montre chaque étape. Où elle se tenait, comment elle tenait, où elle l'a posé, comment elle a fermé le congélateur, comment elle a nettoyé la salle de bain. Le criminaliste vérifie les intervalles de temps. Du début de l'accouchement au moment de la dissimulation, il s'est écoulé environ 3 heures. Pendant ce temps, tout peut être fait seul. Les voisins n'ont rien entendu. La salle de bain avait une bonne isolation phonique. Véronique n'a pas crié pendant l'accouchement. Le détective pose une dernière question. En 3 ans, n'avez-vous jamais pensé à avouer? J'y ai pensé. Mais je ne savais pas comment. J'avais peur de perdre ma famille. J'avais peur qu'on m'enlève mes garçons. Cela signifie que vous compreniez la gravité de la situation. Pause. Probablement. Il est difficile de dire maintenant ce que je comprenais à l'époque. Le caméraman éteint la caméra. Les éléments de l'expérience seront montrés au tribunal. Les jurés verront Véronique démontrer ses actions calmement, méthodiquement, sans émotion. Cela pourrait jouer contre elle. Un tel comportement ne ressemble pas à celui d'une personne en état de choc. Cela ressemble à une personne qui savait exactement ce qu'elle faisait. Ou la défense pourrait l'utiliser comme preuve d'une dissociation profonde, si profonde que même maintenant, 3 ans plus tard, elle ne peut se connecter à ses émotions. Le procès commencera demain.
La reconstitution est devenue la dernière preuve dans l'affaire Véronique Courjalt. Le 20 décembre 2006, tribunal de district de Séoul. La salle est pleine. Journalistes, représentants de l'ambassade de France, psychologues, simples curieux. Tous veulent voir la fin de cette histoire. Véronique entre dans la salle. Costume gris, cheveux attachés, visage pâle. Elle s'assied à côté de son avocat. Elle ne regarde pas le public. Son regard est fixé au sol. Le juge ouvre la séance. Il lit l'acte d'accusation. 3 épisodes d'actes illégaux. Année 1996 en France, année 2003 et 2004 en Corée. Dissimulation des conséquences d'accouchement. Le procureur requiert la peine maximale, 10 ans pour chaque cas. L'accusation prend la parole en premier. Le procureur Lee expose méthodiquement les preuves. L'analyse ADN confirme la parenté biologique. L'expertise médicale montre des signes d'accouchement sans assistance. Les procès-verbaux d'interrogatoire contiennent des aveux complets. La reconstitution prouve la faisabilité physique. Il souligne particulièrement le caractère systématique. Pas une seule fois dans la panique. 3 fois en 10 ans. Le même schéma d'action. Dissimulation. Continuation de la vie normale. Silence. Cela démontre la conscience. La défense prend la parole ensuite. L'avocat appelle le professeur Dubois. Le psychiatre explique le phénomène du déni de grossesse. Il cite des statistiques. Il donne des exemples d'autres cas. C'est un trouble réel, reconnu par la médecine. Ensuite, un deuxième psychiatre est appelé, de l'université de Séoul. Il confirme le diagnostic. Véronique souffre d'une profonde dissociation, un blocage émotionnel, une incapacité à percevoir ce qui s'est passé comme une réalité. Ce n'est pas une simulation, c'est un mécanisme de défense psychique. L'avocat insiste. Véronique n'est pas une criminelle, c'est une personne malade. Elle a besoin de traitement, pas de prison. Le tribunal entend les témoins. Jean-Louis se présente à la barre. Il parle doucement, choisissant ses mots avec difficulté. J'ai vécu avec Véronique pendant 10 ans. Elle était une bonne épouse, une mère attentive pour nos fils. Je ne connaissais pas son trouble. Maintenant, je comprends. Elle a besoin d'aide. Je la soutiendrai. Nos garçons ont besoin de leur mère. Le procureur lui pose une question. Monsieur Courgeot, ne pensez-vous pas que votre femme devrait être tenue responsable? Je le crois, mais cette responsabilité devrait tenir compte de son état. Elle n'était pas elle-même. Isabelle, l'amie, est entendue. Des collègues de l'école, des voisins. Tous disent la même chose. Personne n'avait rien remarqué. Véronique semblait absolument normale. Le 3e jour du procès, Véronique reçoit le dernier mot. Elle se lève. Pour la première fois, elle regarde droit. Le juge, les jurés. Je réalise que j'ai fait quelque chose d'horrible. Je ne peux pas expliquer comment cela s'est produit. Je ne peux pas justifier mes actions. J'étais malade, mais cela ne me dédouane pas de ma faute. Je demande pardon. À ma famille, à la société. Je suis prête à subir ma punition. Sa voix est égale, sans larmes. Mais quelque chose de nouveau apparaît en elle, une prise de conscience, comme si le brouillard se dissipait. Les jurés se retirent pour délibérer. 5 heures s'écoulent. La salle attend dans la tension. Le soir, les jurés reviennent. Le président lit le verdict. Pour l'accusation d'actes illégaux ayant entraîné la cessation de vie de 3 nouveau-nés, coupable. La salle est silencieuse. Les jurés ont pris en compte la présence d'un trouble psychologique. Ils ont pris en compte l'absence d'intention préalable. Ils ont pris en compte les aveux et le repentir. Nous recommandons un adoucissement de la peine. Le juge prononce la sentence. Véronique Courjalt est condamnée à 8 ans de privation de liberté, à purger dans un établissement avec possibilité de traitement psychiatrique. Après sa libération, suivi psychiatrique obligatoire pendant 5 ans. Véronique ne réagit pas. Elle hoche simplement la tête. Elle accepte la décision du tribunal. Jean-Louis est assis dans la salle. Il se couvre le visage de ses mains. Le procès est terminé. Véronique est emmenée. Elle se retourne une fois pour regarder son mari. Il ne lève pas la tête. C'est la dernière fois qu'ils se voient. 6 mois plus tard, Jean-Louis demandera le divorce.
Il retournera en France avec ses fils. Il commencera une nouvelle vie. Véronique purgera 8 ans dans une prison coréenne. En 2014, elle sera libérée. Elle reviendra en France. Elle vivra sous un autre nom. Ses fils refuseront de lui parler. L'histoire de la famille Courgeot deviendra l'un des cas les plus célèbres de déni de grossesse dans la pratique criminelle. Janvier 2007. Véronique commence à purger sa peine à la prison pour femmes de Cheongju, à 100 km de Séoul. Un régime spécial, avec possibilité de traitement psychiatrique. 2 séances par semaine avec un psychologue. Un examen hebdomadaire par un psychiatre. Jean-Louis reste en Corée encore 6 mois. Il termine son contrat de travail. Ses fils vont à l'école. Il ne leur dit pas la vérité. Juste que maman est malade, à l'hôpital. Quand l'aîné demande pourquoi ils ne peuvent pas lui rendre visite, Jean-Louis répond « Les médecins ne le permettent pas. Son état est trop grave. » À l'été 2007, il reçoit une nouvelle proposition. Revenir en France. Un transfert au bureau parisien de l'entreprise. Il accepte. Il fait ses valises. Il vend l'appartement à Séoul. Le même appartement au 8e étage. Les nouveaux propriétaires n'en connaissent pas l'histoire. Avant de partir, Jean-Louis rend visite une fois à Véronique en prison. La rencontre dure 30 minutes. Ils sont assis de part et d'autre d'une cloison vitrée. Ils parlent à travers un combiné téléphonique. J'emmène les garçons en France. C'est bien. Ils ont besoin de stabilité. Leur écriras-tu? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ce soit juste. Ce sont tes fils. Je sais. Mais peut-être vaudrait-il mieux qu'ils oublient. En prison, Véronique se comporte de manière exemplaire. Elle travaille à la bibliothèque. Elle participe à tous les programmes de psychothérapie. Les psychiatres notent tes progrès. Elle commence à se reconnecter à ses émotions. Elle pleure lors des séances. Elle parle de regrets. Lentement, mais la psyché se restaure. En 2014, après avoir purgé 7 ans sur 8, Véronique est libérée anticipativement pour bonne conduite. Elle a 48 ans. Les autorités coréennes la déportent en France. Condition obligatoire, elle ne peut plus entrer en Corée. Elle retourne en Bourgogne, chez ses parents. Elle vit sous son nom de jeune fille. Elle change d'apparence, coupe courte, lunettes. Elle trouve un emploi dans une petite bibliothèque. Personne ne connaît son passé. Ses fils refusent de lui parler. L'aîné a 16 ans, le cadet 14. Jean-Louis leur a dit la vérité quand ils ont été assez grands. Leur réaction était attendue. Choc, déni, colère. Ils ne veulent pas voir leur mère. Ils ne répondent pas aux lettres. Pour eux, elle a cessé d'exister. Jean-Louis se remarie en 2016. Sa nouvelle femme, une collègue de travail, française. Les fils l'acceptent bien. La famille vit en banlieue parisienne. Une vie ordinaire. Le passé n'est pas discuté. L'affaire Courgeot figure dans les manuels. Les criminalistes l'étudient comme un exemple d'enquête complexe. Les psychiatres l'utilisent comme un cas classique de déni de grossesse. Les juristes débattent des limites de la responsabilité pénale en cas de troubles mentaux. En 2010, une chaîne documentaire française réalise un film sur cette affaire, sans la participation de la famille. Toutes les interviews sont avec des experts et des journalistes. Le film provoque une nouvelle vague de discussions. Les féministes parlent de la pression sociale sur les femmes. Les conservateurs exigent un durcissement des lois. Les psychologues appellent à une plus grande attention à la santé mentale. En 2018, un cas similaire se produit en Allemagne. Une femme cache 3 grossesses, accouche à la maison, dissimule les résultats.
Les avocats utilisent l'affaire Courgeot comme précédent. Le tribunal rend un verdict similaire. 8 ans avec traitement. Le phénomène du déni de grossesse devient plus connu. Les médecins commencent à prêter attention aux signes. Les psychologues développent des programmes d'aide. Les législateurs discutent de modifications des codes pénaux. L'histoire de la famille Courgeot montre l'essentiel. Derrière une façade de normalité, tout peut se cacher. Une famille idéale sur les photos, une carrière réussie, des parents aimants, et pourtant un trouble psychologique profond dont même la personne la plus proche n'est pas au courant. Véronique Courgeot vit aujourd'hui quelque part en France. Elle a 60 ans. Elle continue des séances régulières avec un psychiatre, une condition de sa libération. Elle travaille, elle communique avec ses parents. Seule, sans famille, sans enfant, sans passé. Jean-Louis, selon les dernières informations, vit toujours à Paris. Ses fils ont grandi. L'aîné est devenu ingénieur, comme son père. Le cadet étudie la médecine. Ils ont construit leur vie. Le passé est resté dans cet appartement du 8e étage à Séoul, dans le congélateur que leur père a ouvert ce soir de septembre 2006.